Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer ce webinaire consacré au changement avec une première citation. Ce que nous quittons et ce que nous devenons, il existe un espace inconfortable. Et justement, je trouve que ce qui est vraiment important d'identifier, c'est cet inconfort euh, devant lequel on recule souvent et d'examiner de quoi il est fait, cet inconfort, en sachant que on voit bien qu'il y a une notion de d'avant et d'après et que ça nous transforme, hein, de ce que nous devenons. Voilà, le changement nous transforme. Par contre, ce passage, il est vraiment obligatoire pour accéder au changement. Voilà pour la citation et bienvenue dans ce webinaire avec l'idée que je puisse vous partager ce que j'ai lu, découvert, expérimenté depuis de nombreuses années, en sachant que mon analyse et mon impression, c'est que euh, vous n'allez pas trouver ça dans les études, dans les formations. Rares sont les formations qui sont consacrées au changement et pas forcément aux changements qui sont liés à soi. Euh, et c'est pour ça que j'ai jugé vraiment intéressant pour vous de concentrer quelques apports en 45 minutes. Donc nous sommes partis avec la possibilité de poser vos questions par chat, hein, avec l'idée que aussi ce webinaire soit enregistré et que on puisse passer ce temps dans un cadre vraiment bienveillant, d'écoute. L'idée, c'est que vraiment les contenus que je vais vous partager, vous puissiez en bénéficier. Donc, je vous invite vraiment à exercer une grande ouverture d'esprit, avec l'idée vraiment de prendre ce qu'il y a à prendre, ce qui est différent de ce que vous aviez en tête, ce qui vous bouscule peut-être aussi. De non-jugement par rapport à moi, mais aussi par rapport à vous, notamment non-jugement par rapport à vos difficultés à rentrer dans le changement, l'authenticité dans ce qu'on vit par rapport à ce changement, et puis vraiment un esprit tourné solution. On est là vraiment pour nous ouvrir vers l'avenir sur des possibilités, sur des nouvelles choses à expérimenter, donc des solutions. Et je propose qu'on se tutoie. Autre chose que je vous suggère, c'est de prendre simplement un papier, un crayon. Ça doit pas être pas forcément un papier qui est très gros, ça peut être un brouillon, mais l'idée c'est que en écrivant, ça va vous permettre de mémoriser ce qui retient votre attention et ce que vous voulez mémoriser. Donc lorsque vous interviendrez, n'hésitez pas donc à le faire, mais faites-le en restant dans le sujet, en ayant des interventions claires, courtes euh, avec un tutoiement. Alors, ce qui est important pour moi, c'est de vous dire de quel endroit je vous parle. Et donc, je vous parle depuis mon expérience, depuis mon identité, avec mon regard principalement de conseiller d'entreprise, qui a beaucoup accompagné les projets dans toutes leurs phases. Donc, un regard imprégné de l'agriculture, des agriculteurs, de la culture agricole. Et aujourd'hui, dans mon métier, j'ai décidé de me concentrer sur un accompagnement auprès des agriculteurs qui vivent des situations à fort enjeu humain. Et ces forts enjeux humains, on les trouve notamment dans les relations dans les sociétés, relations à construire, mais aussi relations à consolider et parfois à raccommoder, des situations d'épuisement quand euh, on est arrivé au bout de ses forces, de ses ressources. Accompagner aussi la solitude des dirigeants pour l'aider à prendre du recul et puis pour l'aider à retrouver la ressource du souffle et aussi parfois de l'efficacité et plus
plus d'ouverture, accéder au changement aussi par rapport aux dirigeants. Et enfin, autre situation où j'accompagne des choix stratégiques. Là, entre autres, j'accompagne pas mal de personnes vers la robotisation avec toutes les difficultés et les remises en cause que ça sous-entend. Et aussi accompagner des décisions particulièrement difficiles quand il y a des virages vraiment importants à prendre et qu'il y a des très gros enjeux. Comment vivre la décision la meilleure possible et comment la vivre le mieux possible. Dernier point, et c'est important pour moi, d'être en réseau et je fais partie du premier réseau de coachs agricoles français. Donc, ça s'appelle AgriCoaching et je suis membre donc de ce réseau comme trois autres membres euh, qui sont euh, collègues de ce réseau. Je vous partage mon intention, c'est celle d'abord de vous engager dans les changements avec l'idée que si vous êtes présent, c'est que la question du changement est importante pour vous aujourd'hui. Donc vraiment vous aider à vous engager sur cette voie, vous donner confiance et puis partager aussi bien ma vision, mes expériences, mais possiblement aussi vous puissiez partager vos expériences. Le plan, eh bien, on va d'abord questionner le sens du changement. On a vu que c'était pas confortable. Donc pourquoi changer? Comprendre pourquoi c'est difficile, c'est une façon un peu d'accepter la difficulté, de l'identifier. Et puis, je vous ai amené des clés, c'est ce que vous aviez sur la photo du webinaire, et je vous propose donc 10 clés. C'est pas indispensable que vous les gardiez toutes, hein, mais au moins que vous en gardiez quelques-unes qui vous paraissent importantes et que vous allez souhaiter expérimenter. Et puis, on terminera avec l'idée donc de concrétiser pour vous, dans votre situation, les changements que vous voulez engager. Premier point, pourquoi changer? Eh bien, si on examine la vie, notre vie d'être vivant, eh bien, on se rend compte que la vie est perpétuel changement. C'est vrai, par exemple, par rapport aux cellules de nos peaux, c'est vrai par rapport à notre, nos changements de représentation, nos changements euh, de, de rythme, nos changements des corps, tout ça, tout est en éternel changement. Et donc la vie est changement, et il y a des changements que nous allons réaliser pour nous adapter par rapport aux réalités extérieures. Donc là, c'est l'environnement qui bouge. Bon, bien sûr, l'environnement économique, fiscal, politique, géopolitique, climatique, réglementaire, social, sanitaire, bien sûr. Et puis, il y a également des changements qui sont liés à des évolutions de nos besoins intérieurs. Eh bien, je pense notamment par rapport aux capacités physiques. Eh bien, à 60 ans, on n'a plus 20 ans. Donc, il s'agit aussi d'en tenir compte. Ça fait partie des adaptations. On n'a plus la même énergie. Et puis, il y a des goûts qui changent. Il y a des valeurs, il y a des besoins de renouvellement. Il y a des questions de sens qui se jouent. Et tout ça, ce sont des moteurs qui vont nous amener au changement. Pourquoi est-ce si difficile de changer? Eh bien, en fait, d'une manière générale, le changement, c'est une adaptation importante. Et tout ce qui concerne l'adaptation est coûteuse d'abord pour notre cerveau, qui préfère fonctionner en mode automatique. Alors, on prend toujours l'exemple de la conduite automobile où on conduit sans avoir à réfléchir, on est presque en réflexe. Et donc ça, c'est très économe. Et donc le cerveau aime bien fonctionner comme ça. Et c'est vraiment un chiffre qui est incroyable. Mais le chiffre qui circule, c'est que nous serions à 95% inconscients, dans le sens où on est en mode automatique et on a des réflexes, on a des automatismes qu'on met en place. Dès que vous prenez un café, dès que vous allez descendre des escaliers, prendre la voiture, euh,
euh, ranger, faire la vaisselle, tout ça, ce sont des automatismes et vous êtes quasiment tout le temps en automatisme. L'autre chose, c'est que la nature a une force de résistance au changement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est ce qui fait que notre corps est toujours à 37 degrés, à quelque chose près. Et donc, il y a un mécanisme vraiment très fort de, de résistance au changement. Et la phrase qui va bien, c'est, euh, essaie de changer quelque chose, mais le naturel revient au galop. Voilà. Donc, la résistance au changement, c'est une résistance automatique, même si parfois le changement est positif. Et là, j'aimerais vous euh, faire part d'un constat, c'est que je vois beaucoup d'exploitants qui, euh, alors qu'il est déjà très tard, qui devraient être rentrés chez eux, eh bien, restent sur l'exploitation parce qu'ils ont pris l'habitude de rester sur l'exploitation. Et même si ça leur ferait du bien de débrancher, ça leur ferait du bien de rentrer à la maison, de même si ils sont plus très efficaces au travail, eh bien, c'est moins coûteux pour eux de rester au travail et de continuer à travailler plutôt que de décider de rentrer plus tôt pour retrouver euh, leurs enfants, leurs conjoints, pour sortir de l'habitude. Alors, on attaque les clés. La première clé, c'est accepter de passer par un moment difficile. Oui, le changement, c'est difficile. Et là, vous avez la fameuse courbe du changement. Et donc, on voit qu'en fait, on part dans un gouffre. Et évidemment, au moment où on se présente le changement, eh bien, on voit arriver ce gouffre et la tentation, c'est vraiment de reculer. Et donc, vous voyez les résistances, le chaos. Et en fait, il y a euh, vraiment trois émotions fortes à traverser. La première, c'est la peur de l'insécurité, de l'inconnu. Et donc là, c'est une alerte qui doit nous inciter à engager le changement avec prudence. Deuxième point, deuxième émotion, c'est l'inconfort. Eh bien, c'est signe que vous sortez de vos procédures et donc, euh, voilà, quelque chose bouge et d'une certaine façon, c'est bien. Et la troisième émotion, c'est la sensation de perte de contrôle. Eh bien oui, vous ne faites plus comme avant. Donc, il y a une sensation de démaîtrise. Pour autant, rassurez-vous, vous avez toutes les capacités pour faire en sorte que vous vous adaptiez, que vous en sortiez, que vous atteigniez ce que vous voulez. Le deuxième point, il est assez moins connu, hein, c'est celui de l'importance de dépasser ses croyances limitantes. C'est-à-dire que souvent, on souhaite engager des changements, mais bah, on n'y arrive pas, on se décourage, on ne sait pas trop pourquoi, mais on n'arrive pas à avancer. Et lorsqu'on s'y penche de plus près, eh bien, on se rend compte que on a intériorisé des croyances. Alors évidemment, les croyances, c'est très largement répandu, hein, ce sont des pensées qui sont des repères, mais ces croyances sont limitantes. Et donc, comme elles sont limitantes, elles sont bloquantes par rapport au changement. Et donc, j'en ai pris quelques-unes pour vous donner des exemples, hein. Je n'y arriverai jamais. Évidemment, ça n'encourage pas beaucoup à persévérer et puis surtout à trouver vraiment les solutions qui vont vraiment vous aider à accéder au changement. Je ne suis pas capable, donc là du coup ben, on n'y va pas. Je ne mérite pas, donc je sabote. Je n'ai pas le droit de planter, donc je ne prends pas de risque. Je dois me débrouiller tout seul, donc les aides qui me seraient indispensables, eh ben, je ne les sollicite pas. Tout ça, c'est de repérer que ces croyances, eh bien, elles sont limitantes, il va falloir les faire bouger, les remplacer pour pouvoir enfin ouvrir la porte que vous voulez ouvrir depuis des années. La troisième clé,
trouver la bonne question, la vraie question derrière le problème. Et là, c'est souvent euh, le cas quand voilà, aussi on bute sur un changement et on a l'impression de subir énormément et on s'attaque aux symptômes plutôt que la racine. Et donc, évidemment, vous n'êtes pas prêt de résoudre vraiment votre problème. Et là, j'ai pris l'exemple d'un exploitant qui a eu deux salariés dont il disait qu'ils n'étaient pas très compétents, qui manquaient d'autonomie et qui assez rapidement avaient jeté l'éponge, étaient partis. Alors le réflexe dans ces cas-là, eh bien, c'est de dire, ben, en fait, il n'était pas compétent, il n'était pas travailleur, il n'était pas très autonome. Eh bien, trouvons quelqu'un enfin de compétent, de travailleur et d'autonome. Le problème, c'est que c'est sans doute pas l'angle qui va vous permettre de résoudre vraiment cette question. C'est pas ce qui va vous permettre de satisfaire vos besoins à main-d'œuvre. Et la clé se situe certainement bien davantage dans les capacités et la posture managériale de l'exploitant. Et notamment sa posture par rapport au salarié, c'est-à-dire qu'il considère que le salarié, ben, parce il a été à un moment donné formé, ben, il sait. Imaginez qu'il n'a pas besoin euh, de consignes claires, qu'il n'y a pas besoin de communiquer avec lui, qui a priori qu'il sait, il n'a pas besoin de reconnaissance puisqu'il est payé. Et puis, bon, ce n'est pas vraiment dit, mais c'est vrai que s'il pouvait faire un peu plus d'heures sup que ce qu'il y a sur le papier, que c'est 35 heures sur le papier, ben, ça paraît un peu naturel parce que sinon, c'est moi qui fais le boulot. Donc, des demandes implicites pas claires. Et tout ça fait que les salariés ne restent pas. Donc, ce n'est pas une question de compétences, de profil de salarié, c'est une question de posture. Et là, encore faut-il réussir à retrouver par quel angle approcher le problème pour le résoudre. Le quatrième point, la peur de l'erreur. Alors ça, c'est très français, c'est très répandu, hein. C'est dans tous les secteurs d'activité. On sait intellectuellement que l'erreur fait partie de l'apprentissage, que c'est un passage. Pour autant, on veut pas soi commettre d'erreur, on veut pas payer les pots cassés. Du coup, on fait en sorte de vraiment de limiter au maximum l'erreur. Donc, on- on prépare beaucoup les choses, on a tendance au perfectionnisme, et puis on a peur du regard des autres, son propre regard. Et donc ça, évidemment, c'est un frein très fort. Du coup, dès qu'il faut engager un changement, il y a un stress énorme, il faut beaucoup d'énergie. Alors du coup, on prend pas de, on décide vraiment d'éviter les changements, on leur tourne le dos. Alors l'antidote par rapport à cette peur de l'erreur, c'est vraiment d'accepter l'imperfection, d'accepter de se tromper, de le dire, hein, que on teste, qu'on expérimente, qu'on n'est pas parfait. Et surtout, faire beaucoup de petites expérimentations pour limiter les enjeux, puis s'habituer à tester. Cinquième clé, prendre du recul pour prioriser. Souvent, on veut engager un changement sans l'avoir décidé, sans avoir mesuré les choses, sans savoir s'il peut se caser dans l'emploi du temps. Donc, euh, il est vraiment important, avant de décider d'un changement, de savoir si c'est vraiment le bon, si il est atteignable et si c'est le moment. Et du coup, il faut vraiment se poser la question, est-ce que j'ai assez de ressources pour les engager tout de suite? Oui ou non? Bah, si c'est non, c'est non. Et dans ce cas-là, on n'essaye pas d'engager un changement dont on sait très bien que, on n'arrivera pas à le mettre en œuvre. Sixième clé, trouver le sens. Trouver le sens du changement. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va m'apporter quelque chose?
Donc, et le sens, c'est très précieux parce que on a à la fois une question de direction, donc c'est la flèche, le sens, et ça, c'est très précieux parce que à partir du moment où on a la direction, le sens, la raison, eh bien, on a une cohérence qui se fait entre nos pensées, nos ressentis et nos actions. Du coup, on sait pourquoi et on sait vers quoi on doit aller. La deuxième chose, c'est que le sens, c'est aussi la raison pour laquelle on le fait, la motivation. Et le fait d'identifier clairement pourquoi est-ce qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on va obtenir, et bien évidemment, c'est un puissant moteur. Là, on a deux façons par rapport au, au sens de se questionner, et là, on peut avoir deux orientations. Soit on est plutôt carotte, hein, et là, c'est aller vers, hein, qu'est-ce que ça m'apporte une fois que j'ai le changement, c'est la notion de récompense. En quoi c'est important? Qu'est-ce que vraiment ça va nourrir en moi? Soit c'est le bâton. Qu'est-ce qui se passe si je fais rien? Quel mur je vais me prendre? Quelles sont les conséquences que je vais supporter si je ne bouge pas? Tout ça, ce sont des questions de sens. Septième point, des petits pas pour gravir la montagne. On a vu que le cerveau, vraiment par rapport au changement, il n'est pas prêt, il sait que c'est inconfortable, il sait que c'est pas sûr, il sait que ça demande des efforts, donc il veut pas y aller. Donc, la manière subtile d'aborder le changement, eh bien, c'est de le prendre un petit peu à revers et de faire des petits pas. Voilà, les petits pas, le cerveau, il ne s'excite pas trop. Et du coup, on évite une des trop grosses résistances du cerveau. Et du coup, ça permet de ne pas attendre, d'avoir le temps, d'avoir toutes les ressources. On fait un petit pas, on le fait tout de suite. Et du coup, ça permet de l'engager, ça permet de créer un entraînement. Une fois on a déjà engagé ces démarches, on est déjà content de l'avoir engagé. Et du coup, il y a une deuxième qui va pouvoir arriver, qui est également un autre petit pas. Et c'est comme ça qu'il y a un entraînement qui se fait. Alors, quand on a une grosse tâche, une tâche importante, une tâche difficile, eh bien, la stratégie, c'est de la décomposer, c'est-à-dire que vous allez découper un petit bout et donc, euh, voilà, si vous avez besoin, par exemple, d'obtenir un financement, eh bien, la première des choses, eh ben, c'est que vous allez commencer par trouver un interlocuteur pour euh, faire un prévisionnel. Voilà, ça sera la première étape. Avant de rencontrer la banque, vous allez faire votre prévisionnel. Et donc, du coup, ben, vous allez programmer ce premier pas, vous allez programmer un rendez-vous, vous allez passer un petit coup de fil pour avoir ce prévisionnel et vous engager les choses. Et là, l'image que j'ai, c'est qu'en fait, le changement, c'est une longue marche, ça n'est pas une course. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps parce que entre chaque pas, ça permet de réfléchir, ça permet de bouger. Et puis surtout, ça évite de se cramer parce que la route est longue. Huitième point, ça concerne l'amélioration continue. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Ça vient du Japon. C'est la méthode Kaizen. Et elle consiste à euh, prendre et observer les choses petit à petit et vraiment utiliser l'expérience comme source d'amélioration. Donc au départ, on veut quelque chose et donc on planifie, on a une intention, on a un objectif et donc on planifie une action pour l'obtenir. En point 2, on agit, on met en action, on expérimente. En point 3, c'est le C, on va vérifier que ce qui est obtenu correspond à ce qu'on attendait. Et donc là, c'est voir ce que ça donne, s'il y a des ajustements, si
Si ça marche pas, ben, comment ça se fait que ça marche pas? Et trouver autre chose. Et du coup, la quatrième point, ben, c'est ajuster, à partir de ce qu'on a vérifié, ajuster la future action qu'on va planifier, de façon à ce que l'expérimentation nourrisse à chaque fois des nouvelles actions qui vont être toujours un peu plus pertinentes et aller toujours un peu plus dans le sens de ces objectifs. Ce qui est important par rapport à l'amélioration continue, c'est vraiment de revenir très régulièrement sur ce qui se passe, sur ce qu'on fait, sur les résultats qu'on a, et de capitaliser sur cette expérience, c'est-à-dire apprendre et intégrer ce qu'on apprend dans son fonctionnement et son organisation. Et donc, quand on est content, bah, qu'est-ce que je veux garder? Quand on n'est pas content, c'est qu'est-ce que je peux faire différemment? Et chaque fois, on se reprojette sur des actions qui sont soit poursuivies, soit ajustées et renouvelées. Neuvième point, gère ton énergie. Alors là, il y a quelque chose qui n'est pas très intuitif, c'est que nous manquons d'abord d'énergie plus que de temps. Euh, Notre perception du temps, et on ne s'en rend pas compte, est extrêmement impactée par notre énergie. Et donc, le temps ne se gère pas, l'énergie peut être bien plus facilement. Et donc, ce qui est déterminant, ça va être de repérer deux points. C'est comment je me ressource le plus efficacement. Et là, il faut vraiment trouver des choses concrètes, hein. J'ai en mémoire un client pour qui c'était le vélo. Euh, c'est quand même intéressant de repérer que souvent, on est soit dans un ressourcement à être plutôt seul, tranquille, au calme. Donc ça, c'est souvent des personnalités intériorisées comme la mienne, ou il y a d'autres personnes qui, elles, se ressourcent au contact, ont besoin de faire la fête, de voir du monde, euh, d'aller voir des concerts, de bouger, de sortir, de se coucher à point d'heure. Et là, c'est un autre type de ressourcement. Certaines personnalités ont besoin de ça. Donc, repérer ce qui recharge les batteries. Et l'autre point, c'est comme l'énergie est essentielle, bah, c'est repérer les moments où il faut absolument les recharger parce que sinon, vous allez perdre en efficacité et en qualité de décision. Le dixième point, c'est l'importance par rapport au changement du soutien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul. Et d'ailleurs, à certains changements, vous avez intérêt à les partager parce qu'ils peuvent avoir des impacts sur votre entourage et puis surtout des impacts sur vous. Donc prévenez que là, vous allez passer une période un peu compliquée, hein. Si vous réorganisez votre équipe, si vous testez quelque chose qui est important sur votre conduite en bande en production porcine, si vous allez changer d'itinéraire technique et vous prenez des risques, il risque d'y avoir des émotions qui vont arriver, donc prévenez que vous testez, que vous changez. Ça permet à vos interlocuteurs de savoir ce que vous vivez. Alors, le soutien, ben, c'est peut-être une question à se poser, de savoir si il n'y a pas d'autres personnes qui s'engagent dans le même type de changement et avec lesquels on va faire du chemin ensemble, échanger et vivre ensemble un peu la même chose, se soutenir. Et l'autre chose, c'est important d'avoir un soutien émotionnel, intellectuel et opérationnel, c'est-à-dire que tout au long du processus, parfois, eh ben, ça fait vraiment beaucoup de bien d'avoir un coup de main, d'avoir un encouragement, d'avoir une idée, d'avoir du recul. Tout ça, c'est ce qui fait que le changement va au bout. Du coup, deux questions. Qui pourrait te soutenir dans cette étape? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut régulièrement se poser. Ça permet du recul et des ressources. Et à qui pourrais-tu demander un regard extérieur pour vérifier que
tout se passe bien, que les progrès que tu as réalisés sont vraiment effectifs, ils sont parlants. Ça, sont des éléments que tu peux vraiment gagner à partager. Voilà, maintenant c'est à toi de jouer. Et donc, euh, la question, c'est vraiment cette fois-ci de revenir vers toi, vers ce que tu vis. Et dans ton concret, par rapport à l'intention que tu avais au départ, par rapport à ce webinaire, c'est de savoir quel changement tu veux engager. Quelle est la nature du changement? À quoi tu verras que tu as réussi ton changement? Deuxième question, celle du sens. Qu'est-ce que ça va t'apporter? En quoi c'est important? La question suivante, c'est quel sera ton prochain pas, ton premier pas? Et donc là, c'est vraiment déterminer un pas vraiment faisable, que tu peux faire rapidement, qui ne demande pas beaucoup d'énergie, et que tu vas dater et auquel tu vas t'engager. Et il y a un point qui est tout aussi important, c'est quand vas-tu faire le point sur le démarrage de ton changement, c'est-à-dire quand est-ce que tu vas t'arrêter, faire le point en mode amélioration continue. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui va pas? Et du coup, qu'est-ce que je réengage comme prochaine action euh, par rapport au processus de changement, vers quoi je dois aller? Voilà, donc je te laisse, c'est à toi, et je te laisse 3 minutes. Tu peux arrêter la visio si tu as besoin de prendre ce temps-là. Pour aller plus loin, pour aller plus loin, déjà, la première des choses, c'est que tu démarres sur ce chemin du changement, que tu engages ce que tu as engagé. Ça sera déjà une preuve d'une certaine motivation et d'une mobilisation. Et puis, regarde les changements que tu as, essaye d'être autonome dans ton processus de changement. Et après, si tu souhaites le conforter, l'accélérer, le sécuriser, eh bien, je suis à ta disposition pour un entretien gratuit de 45 minutes, sans engagement, qui nous permettra de clarifier ta situation, de clarifier les enjeux, mais aussi de clarifier ce qui est essentiel pour toi pour avancer sur les prochaines étapes. En effet, il y a des changements qui parfois sont vraiment majeurs et qui nécessitent de passer des caps. Et c'est ma spécialité, c'est ma mission aujourd'hui d'être aux côtés des exploitants agricoles pour franchir ces caps, notamment pour construire des relations solides ou les réparer, les fluidifier, pour faire face à un épuisement physique, psychique, moral, pour sortir de la bulle de l'isolement du dirigeant, pour prendre du recul, retrouver du sens, retrouver de la confiance, de l'énergie, et se reprojeter sur de nouveaux projets. Et puis, c'est accompagner un processus de décision pour asseoir des décisions qui répondent d'abord à soi, à son identité, à ses besoins, soient adaptées à son environnement et offrent des perspectives durables et qui ont du sens pour vous qui êtes porteur de projet. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou m'appeler par téléphone. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous invite à m'envoyer donc par SMS une note sur 5 de ce webinaire, éventuellement à me suggérer des idées de webinaire et de me suggérer des idées d'amélioration.
Je vous remercie pour votre attention et je suis à vos dispositions si vous souhaitez qu'on échange. À très bientôt.